chaque fois que les socialistes sont au pouvoir, ils rétablissent les comptes publics, ramènent la prospérité, la bonhomie, et les lendemains chantant. Voilà ce qu'affirmait, sans jamais sourciller, Paul Magnette lors de son passage au JT de RTL TVI. Dites-moi en commentaire si vous soupçonnez un soupçon de fumisterie gauchiste là-dedans. Et on voit tout ça en détail dans un instant. Comme dit en introduction, on va revenir aujourd'hui sur le passage de Paul Magnette dans la séquence Belgique en faillite initiée par RTL TVI la semaine passée. Allez, écoutons notre multimillionnaire d'argent public préféré tout de suite. Aux réactions avec vous, Martin, et votre invité. Oui, et 95% des Belges qui jugent les gouvernements successifs responsables du déficit. Le Parti socialiste, Paul Magnette, a gouverné le pays pendant des décennies. Ce crash budgétaire, c'est aussi votre héritage ? Tout le monde a gouverné le pays, forcément, ça c'est la démocratie. Mais si... Non, moi j'ai pas gouverné le pays et j'ai jamais augmenté le déficit, mais bon, visiblement il s'en fout. Si vous regardez la réalité de l'histoire, vous voyez que le moment où on a le plus assaini, c'est dans les années 90, c'était il y a très longtemps, mais c'était avec le gouvernement de Hahn, avec les socialistes, et c'est sous le gouvernement d'Elio Di Rupo. Donc nous, les socialistes, quand on est au gouvernement, on fait vraiment très attention à l'argent public, parce qu'on sait très bien ce qui... Très attention pour vous en mettre dans les poches et pour le distribuer à vos petits électeurs afin de sécuriser leur voix. On a eu un exemple très récemment avec le scandale des logements sociaux à Anderlecht, où on s'est rendu compte que votre petit protégé s'amusait en réalité à sélectionner les bénéficiaires suivant s'ils étaient plutôt enthousiasmés, on va dire, par la propagande bolchevique du Parti socialiste. Mais bon, ça ce n'est qu'un point de détail, laissons-le continuer. Il se passe quand il n'y a plus d'argent public. Il se passe exactement ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que les gouvernements de droite, eh bien, ils disent il faut faire payer les pensionnés. Donc c'est une fausse idée de dire que la gauche ne sait pas gérer les finances publiques ? C'est totalement faux. Vous pouvez regarder vraiment l'histoire. Chaque fois qu'on revient au gouvernement, on rétablit les comptes publics. Chaque fois qu'on n'y est plus, les partis de droite font des cadeaux fiscaux à des gens qui n'en ont pas besoin, gaspillent l'argent public, et puis on se retrouve avec des déficits colossaux, et ils en tirent prétexte pour s'attaquer aux pensions, pour s'attaquer aux salaires, pour s'attaquer aux services publics. Donc nous, on est évidemment totalement opposés à ça. Paul Magnette, 84% de vos électeurs, des électeurs socialistes, ne font pas confiance à la politique pour redresser la barre d'ici 5 ans. Pourquoi est-ce que vous seriez plus crédible depuis l'opposition ? Parce qu'on l'a fait dans le passé, il faut quand même le redire. Moi, je veux bien qu'on mette tout le monde dans le même sac, mais tout le monde ne fait pas la même politique. Et donc, je viens de vous le dire, dans le passé, on a rétabli les comptes publics. Moi, j'ai été bourgmestre de Charleroi, j'ai hérité d'une ville qui était dans une situation financière catastrophique, qui n'avait plus jamais remis de budget à temps depuis des années et des années. J'ai pris vraiment le taureau par les cornes et on l'a fait avec l'aide des pouvoirs publics. Vous l'avez fait, mais surtout en augmentant la fiscalité des habitants de Charleroi et en leur mettant, par exemple, parmi tant d'autres, une taxe sur les piscines qui fait que le pauvre corneau qui s'est acheté une piscine en solde à Decathlon à 1 000 € doit payer chaque année 500 € de taxes rien que pour amuser les enfants pendant l'été. Mais bon, ça, c'est la rigueur socialiste. Merci. Ce qui est normal, mais on a rétabli les comptes. Donc oui, on est capable de le faire, et je le répète, moi, je ne veux pas rétablir les comptes pour le plaisir, mais parce que je sais que si on veut donner une bonne pension aux gens qui ont travaillé toute leur vie, et surtout un bon salaire à votre serviteur, Paul Magnette, 400 000 € par an, je le rappelle, multimillionnaire d'argent public. Un salaire correct, que les gens aient un pouvoir d'achat qui leur permette de vivre bien, il faut qu'on puisse réduire les déficits. On va parler dans un instant de la... Donc, d'après Popol, le sauveur de la veuve et de l'orphelin Carolo, les socialistes, à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, remettent de l'ordre dans les comptes et remettent la Belgique sur les rails. Et les Belges, éternels ingrats devant le génie et la mansuétude de ces héros communistes,
mettent ensuite au pouvoir des hérétiques de la pensée marxiste. Les comptes déraillent à nouveau, parce qu'apparemment on ferait des cadeaux aux riches, jusqu'à ce que le bon sens revienne et qu'ils puissent à nouveau nous sauver de nous-mêmes. Quelle chance on a quand même d'avoir de si gentils socialistes en Belgique. Merci Paul Magnette, je te fais un petit bisou sur la truffe. Bon, si j'étais taquin, je dirais que la politique belge en réalité n'est qu'un spectre continu de 50 nuances de gauchisme, du PTB jusqu'au MR en passant par la NVA. Ils veulent tous, en pratique, mener une politique de statu quo qui maintient un niveau de dépenses absurde, financé à la fois par une fiscalité confiscatoire et par l'emprunt massif sur les marchés. La fiscalité communiste finit par faire fuir les entrepreneurs et les capitaux, et du coup, les recettes de l'État diminuent, ce qui augmente encore la fiscalité et force à emprunter toujours plus. On se retrouve donc avec une dette qui augmente et qui coûte de plus en plus cher puisque les marchés nous font de moins en moins confiance, un niveau de prélèvement en constante croissance et une économie qui décroît. Mais faisons ce que Paul Magnette nous dit, analysons l'histoire et donc regardons concrètement les deux périodes qu'il nous prend en exemple pour appuyer son insolente affirmation que des espèces de mâles alpha socialistes sauvent la Belgique tous les 10 ans. Donc, Paul Magnette nous parle de deux ères en particulier. Tout d'abord l'ère Jean-Luc Dehaene, de 1992 à 1999, et ensuite l'ère Elio Di Rupo, de 2011 à 2014. Mais avant de vous décrire ces deux périodes, il faut bien entendu décrire la situation de la Belgique avant. Et donc, avant l'ère Jean-Luc Dehaene, la Belgique avait profité de dizaines et dizaines d'années de pur socialisme purgé. C'est-à-dire un niveau de dépenses absurde, la création massive de systèmes de prépension, la subvention massive de secteurs industriels mourants comme l'acier et le charbon en Wallonie, l'indexation automatique du salaire des fonctionnaires, subventions massives à la sécurité sociale, à la santé publique, aux associations, aux ASBL, aux salaires des fonctionnaires, etc., etc. Résultat, au bout du parcours, comme par hasard, la dette de la Belgique culminait à 137,8% du PIB. Quand on voit ce genre de pourcentage, ça ne veut plus dire grand-chose, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si on consacrait 100% de la valeur créée par l'ensemble des entreprises sur le territoire belge, sachant qu'en plus, dans le PIB, on compte le salaire des fonctionnaires, parce que par je ne sais quelle logique, on considère que le charisme et que la flagornerie de Paul Magnette, ça équivaut à 400 000 € de richesse produite par an. Dites-moi en commentaire si pour vous ça les vaut. Pour moi, j'ai un petit doute personnellement, mais bon. Même en comptant 100% du chiffre d'affaires des entreprises, plus 100% du salaire des fonctionnaires, si on consacrait tout cet argent au remboursement de la dette, eh bien, il nous manquerait encore 37,8% du PIB. Alors, vous vous en doutez, avec une dette pareille et un niveau de dépenses qui crève le plafond, évidemment que les marchés seront moins enclins à nous prêter, et donc à cette époque, la Belgique empruntait à un taux de 10%. Si on le transposait aujourd'hui, sachant que la Belgique a besoin d'emprunter chaque année 60 milliards d'euros, alors évidemment, au bout du parcours, vous êtes censé rembourser ces 60 milliards d'euros. Nous, on ne le fait pas. On emprunte juste pour rembourser les dettes qui arrivent à échéance, mais ça en théorie, vous êtes censé ressortir 60 milliards d'euros. Mais en plus, ça veut dire que rien que les intérêts de la dette nous coûteraient 6 milliards d'euros supplémentaires tous les ans. Magnifique. Donc, vous vous en doutez, la situation de la Belgique avant l'ère Jean-Luc Dehaene, c'est une situation catastrophique. Le franc belge était devenu une monnaie de singe, et donc, pour sauver la Belgique de la faillite, on s'est dit qu'on aimerait quand même bien entrer dans la monnaie unique de l'euro, histoire d'avoir une monnaie qui est calquée sur le Deutschmark et qui, en théorie, devrait plus ou moins bien se tenir. Mais vous vous en doutez, les autorités maastrichtiennes, en voyant la gestion de cassos de la Belgique, nous ont dit « pas question, vous devez absolument ramener le déficit de la Belgique sous la barre des 3%. » Et
c'est dans ce contexte que la coalition socialiste et Jean-Luc Dehaene a été créée et ils ont donc mené une politique d'austérité qu'on pourrait éventuellement qualifier de libérale. C'est-à-dire qu'ils ont gelé le salaire des fonctionnaires, ils ont sauté les indexations et donc accepté que les fonctionnaires perdent 2% de pouvoir d'achat par an, ils ont coupé massivement dans la sécurité sociale, etc. etc. Là où la politique s'arrête d'être libérale, c'est que toute cette austérité ne s'est bien entendu pas traduite en réduction de la fiscalité pour les Belges de valeur. Mais, comme vous le voyez, la coalition Jean-Luc Dehaene n'a absolument pas mené de politique socialiste, ils ont mené une politique de réduction des dépenses. Après Jean-Luc Dehaene, ça a été l'ère de Guy Verhofstadt, qui, il faut le noter, pour la première fois depuis des années, a présenté un budget de la Belgique en équilibre, c'est-à-dire sans déficit, mais bien entendu, directement après lui, on est reparti en mode full socialisme, on a recommencé à dépenser beaucoup trop d'argent, à subventionner 10 000 gabegies, à filer un fric de dingue à tous les chômeurs, à tous les CPS, à tous les fonctionnaires, à tous les retraités, etc., etc., pour au final se retrouver en 2010 avec l'ère Elio Di Rupo, sous la menace de la Commission européenne, cette fois-ci d'une procédure pour déficit excessif, puisque notre dette était montée jusqu'à 104% du PIB. Et donc, si Elio Di Rupo ne ramenait pas le déficit de la Belgique sous la barre des 3%, eh bien l'Europe nous menaçait directement de nous infliger une amende de plusieurs milliards d'euros. Et donc, Elio Di Rupo n'a pas mené de politique socialiste, il avait l'obligation de trouver 22 milliards d'euros, et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? 30% de ces 22 milliards d'euros, donc à peu près un quart, donc à peu près 5 milliards d'euros, ça a été des réductions de dépenses de l'État, ça a été les expulsions massives des allocataires du chômage, par exemple, et 70% de ces 22 milliards d'euros, donc à peu près 3 quarts, donc à peu près 15 milliards d'euros, ça a été des taxes supplémentaires. Et donc, Elio Di Rupo a augmenté la TVA sur l'électricité, il a augmenté les taxes sur l'investissement et l'épargne, et il a augmenté les accises, etc., etc. Et du coup, effectivement, sous l'ère Elio Di Rupo, le déficit de la Belgique est passé de 4 à 3%, mais la dette publique a continué d'augmenter, et bien entendu, il a massivement augmenté la fiscalité. D'ailleurs, on va trouver ça un petit peu marrant, mais toutes les mesures qui ont été prises dans ces deux ères, Jean-Luc Dehaene et Elio Di Rupo, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, Saut d'index, on coupe un petit peu dans la sécurité sociale, on gèle le salaire de certains fonctionnaires, on augmente les accises, bon cette fois c'est pas sur l'électricité mais c'est sur le gaz, et on augmente les taxes sur les investissements. Tiens, ce serait pas ce que fait l'Arizona par hasard ? Bien entendu, à chaque fois qu'on arrive dans ces périodes de crise, c'est parce qu'on a vécu pendant des années sous le socialisme. Et la preuve qu'on est sous un régime socialiste, c'est que les dépenses publiques en l'an 2000, elles étaient équivalentes à 49% du PIB. C'est-à-dire que 49% de la richesse produite sur le territoire belge est engloutie par l'État. Et aujourd'hui, on est passé à 53%. On a donc augmenté de 4% en 26 ans. Ensuite, la pression fiscale, elle est restée une des plus élevées de toute la zone UE. Aujourd'hui, c'est plus de 53% du salaire d'un travailleur qui est volé par l'État belge pour financer toutes ces gabegies. Ensuite, l'emploi public, lui aussi, n'a pas cessé d'augmenter. Entre l'an 2000 et l'an 2020, c'est plus de 100 000 nouveaux fonctionnaires postes de fonctionnaires qui ont été créés. Merci les socialistes. Et bien entendu, la dette, elle, ne fait qu'augmenter. Voilà. Donc, pour résumer, ce sont les politiques socialistes, et quand je dis socialistes, je ne parle pas seulement des coalitions PS, qui ruinent la Belgique, font grimper sa dette, le déficit et les taux d'emprunt sur des marchés à des niveaux délirants. Ensuite, il faut qu'une instance extérieure vienne littéralement mettre le couteau sous la gorge de la Belgique et lui dise que la fête est terminée pour que l'État belge accepte enfin de ralentir son collectivisme. Et c'est à ce moment-là qu'il y a deux options.
Soit on diminue un petit peu le niveau des dépenses et on augmente un petit peu la fiscalité. C'est ce qu'a fait le gouvernement de Han et que fait actuellement le gouvernement Arizona. Donc on coupe un petit peu partout, on limite certaines aides, on saute un index ou on le limite, etc., etc. On crée une nouvelle taxe sur la fiscalité des investissements, etc., etc. Ou alors, deuxième option, on diminue un tout petit peu les dépenses de l'État et on augmente massivement la fiscalité. Ça, c'est la stratégie Di Rupo. La Belgique ramène alors son déficit dans les limites imposées par l'Union européenne. Ou au moins, elle montre qu'elle prend des mesures pour y arriver. Cela va calmer la méfiance des marchés, la Commission va retirer ses menaces de sanctions et on peut alors remettre une pièce dans la machine. Les problèmes structurels du pays n'ayant absolument pas été résolus, c'est-à-dire un niveau de dépenses et une fiscalité beaucoup trop élevés, eh bien, les mêmes causes vont mener aux mêmes conséquences. Tout ce qui a été fait pour ramener le déficit à un niveau maîtrisé a été vécu comme une austérité extrême par une grande partie de la population. La gauche peut alors revenir au pouvoir en promettant plus d'État, plus d'aide, plus de services, plus de petits chèques et plus d'allocs. Elle va alors augmenter les dépenses, creuser le déficit, augmenter la dette et la fiscalité, jusqu'à ce que la Commission européenne vienne encore nous menacer, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, nous sommes dans un cercle vicieux où chaque itération est pire que la précédente. La dernière fois, Elio Di Rupo avait dû endosser le mauvais rôle en imposant l'austérité. Les coalitions qui ont suivi ont à nouveau dégradé le peu de progrès qu'il avait apporté, et quand je dis progrès, je parle simplement du fait qu'il ait ramené le déficit à 3%, on se comprend. Et cette fois-ci, eh bien, la patate chaude est tombée dans les mains du gouvernement De Wever. Alors, on pourrait penser qu'un gouvernement qui se prétend de droite et surtout libéral comprendrait enfin qu'il a une occasion en or et un boulevard pour casser ce cycle infernal et réellement ramener la prospérité en Belgique, mais malheureusement, ils ont choisi, comme tous les autres avant eux et comme tous ceux après eux, la lâcheté et la technique du salami. C'est-à-dire, on découpe de toutes petites minuscules tranchettes et on augmente un peu la fiscalité, histoire d'apaiser la Commission européenne. Résultat, les sondages annoncent un raz-de-marée socialiste en 2029, et d'ailleurs ces derniers promettent de réparer la pseudo-austérité de l'Arizona par des primes, des aides, des fonctionnaires, etc., etc. Ce qui implique une augmentation drastique de la fiscalité. Et rendez-vous en 2040 où le successeur d'Ursula von der Leyen viendra à nouveau nous mettre le couteau sous la gorge. Avant de conclure, j'aimerais préciser quelque chose sur l'Union européenne et son rôle dans ce cycle. J'ai souvent en commentaire des gens qui me parlent de souveraineté et de la nécessité de quitter cette antichambre des enfers qu'est la Commission européenne. Alors, je suis d'accord, l'Union européenne est une machine bureaucratique nuisible aux nations qui en sont membres. L'idée de base d'avoir un marché ouvert où les entreprises européennes peuvent commercer sans droits de douane ni frottements fiscaux était bonne, mais l'évolution et l'expansion constante du projet européen sont devenues plus que toxiques. Cependant, il faut réaliser qu'un pays, la Belgique, c'est-à-dire, avec 600 milliards d'euros de dette n'est pas souverain. Et il faut aussi réaliser que ce n'est pas l'Europe qui nous a demandé de faire grossir notre dette à plus de 105% du PIB. La raison pour laquelle tous nos politiciens, de De Wever jusqu'à Raoul Edebo, en passant par Paul Magnette, sont soumis à la Commission et à Ursula, ce n'est pas parce qu'ils la trouvent particulièrement séduisante, ça, chacun ses goûts, mais parce qu'ils ont besoin de la confiance des marchés qu'offre notre appartenance à la structure européenne, ainsi qu'à ses mécanismes d'urgence pour renflouer un pays en crise afin de pouvoir emprunter à bateau et financer notre déficit et notre socialisme. Aujourd'hui, l'Union européenne nous permet d'emprunter à 3,5% au lieu de notre taux réel qui devrait être autour des 8%. En contrepartie, l'Union européenne impose tout un tas de saloperies. Les normes environnementales, des quotas de clando, les règlements, le soutien absolu à l'Ukraine, etc., etc. Et elle nous demande de ne pas faire exploser notre déficit. Bon, ce dernier point, l'explosion du déficit,
devrait relever du simple bon sens. Un État ne devrait pas avoir le droit de présenter un budget en déficit et de compenser la différence par de l'emprunt. Et lorsque la Belgique fait un peu trop n'importe quoi avec ses finances, eh bien les institutions européennes interviennent et nous demandent de rétablir une situation maîtrisable sous peine d'amende très salée. Donc oui, l'Union européenne est quelque chose de nuisible, mais non, ce n'est pas l'Union européenne qui apporte l'austérité. C'est notre propre mauvaise gestion. La Commission impose juste à ses membres de ne pas exploser en chemin. Voilà. En conclusion, non, Paul Magnette, les socialistes n'ont jamais remis de l'ordre dans les comptes belges. Vous menez les politiques qui conduisent le pays au bord de la faillite et c'est seulement sous la menace que vous consentez enfin à un petit peu d'assainissement. Une fois les menaces levées, vous reprenez votre politique communiste jusqu'au cycle suivant. Il est grand temps de casser ce cycle infernal et de chasser ces communistes crasseux du pouvoir. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne afin de faire vivre une des rares paroles libres et libérales de Belgique. Devenez membre de la chaîne si vous voulez me soutenir financièrement. Dites-moi en commentaire si vous avez des remerciements à transmettre au génie incompris qu'est Paul Magnette. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.